Bienvenue sur Corrèze Télévision. Nous sommes en direct de la 34e foire du livre de Brive sur le forum des lecteurs. Ce forum s'intitule Courir le monde. Nous recevons Jean-Louis Etienne pour Persévérer aux éditions Paulsen, Sigolène Vincent pour Courir après les ombres aux éditions Plomb, et nous espérons avoir Isabelle Autissier, qui n'est pas encore parmi nous, pour Soudain seul aux éditions Stock. Cette rencontre est animée et présentée par Daniel Martin du journal La Montagne. Bonjour. Donc, en attendant Isabelle Autissier, nous allons commencer la conversation avec Sigolène Vincent et Jean-Louis Etienne. Ce sont deux personnes qui ont au moins un point commun, c'est un itinéraire de vie, un itinéraire professionnel qui est assez curieux. Sigolène, vous avez commencé dans la vie en étant avocate. Oui, j'ai commencé en étant avocate. J'ai exercé le métier durant 8 ans au barreau de Paris, essentiellement en droit du travail, donc conseil de prud'homme. J'avais dans l'idée de défendre les salariés. Et ensuite, en 2008, j'ai démissionné. Je suis partie vivre en Corse et je suis devenue réceptionniste de camping, serveuse dans une paillote. J'ai vécu longtemps dans une caravane avec une planche de surf, parce que oui, on peut faire du surf en Corse. Et après ça, donc, je suis rentrée en fait à Charlie Hebdo par le plus grand des hasards, c'est-à-dire que Patrick Pelou a lu mon premier roman. Et il a demandé à quelqu'un qui me connaissait où j'étais, ce que je faisais. On lui a répondu, elle vit dans une caravane en Corse. Et une journée d'août, j'ai vu débarquer au camping Patrick Pelou et Charb. Et voilà. Et là, à Charlie Hebdo, vous êtes chroniqueur judiciaire. J'étais chroniqueuse judiciaire jusqu'au 7 janvier. Et après le 7 janvier, je n'ai plus pu aller dans les palais de justice. Donc je fais maintenant des faits divers. On reviendra sur le 7 janvier. Jean-Louis Etienne, vous, votre itinéraire commence par un CAP. Oui, j'avais pas les notes pour entrer en 6e, donc j'ai été orienté vers le collège technique. J'ai fait un CDAP de tourneur-fraiseur. Après, j'ai fait médecine. Et après, j'ai fait un internat en chirurgie. J'étais internat en chirurgie à l'orthopédie. J'adore l'orthopédie. C'est un peu comme l'ajustage sur métaux. On met des plaques, des vis, des broches. Et c'est un métier qui m'a passionné jusqu'à ce qu'effectivement je décide de devenir médecin d'expédition. Alors, est-ce que si on vous met devant un tour, vous savez encore façonner une pièce? Alors, c'est intéressant la question que vous posez parce que je visite... non, c'est pas ce qui me concerne, je vais vous dire pourquoi. Parce que je visite de temps en temps des collèges, des établissements. J'aime bien le parcours qui peut commencer par le travail manuel. Ça, c'est quelque chose qui m'a sauvé. Et donc, je vois des classes, je visite, et si vous voulez, je visite des ateliers, mais ils ne mettent plus la main. On programme. En fait, en amont, vous avez des... C'est un métier qui a changé. C'est un métier qui a changé. Par contre, l'autre jour, je me suis mis au tour, et enfin, c'est des gestes particuliers, très précis, de récupération, etc. Et le gars qui était là m'a dit, mais vous savez le faire encore. Donc, j'ai rien tourné. Mais... Est-ce que vous avez présenté votre travail en médecine, chirurgie, de manière un peu technique aussi? Vous savez encore visser des plaques et... Bon, si on m'ouvre, si on ouvre et si on me dit de visser, je peux le faire. Mais ça fait... J'ai arrêté l'internat en chirurgie après 2 années pour être médecin d'expédition. Autre caractéristique tous les deux, vous êtes des personnes qui, d'une manière ou d'une autre, a été confronté à l'extrême, vous dans vos expéditions, et Sigolène Vincent, vous parliez du 7 janvier, vous avez été confronté à quelque chose d'extrêmement violent, c'est-à-dire vous avez été confronté à la mort. Oui, à la mienne qui finalement n'a pas eu lieu, et à celle de mes camarades. Est-ce que vous pouvez rappeler très rapidement, votre position à ce moment-là, comment rappeler très vite? J'étais assise à la table de rédaction, à côté de Georges Wolinski, et voilà. Et il y a eu on a entendu les 2 premières balles, on s'est tous levés, et voilà, moi j'ai réussi à me jeter par terre et à ramper, voilà. Et quand je suis revenue sur mes pages, j'aurais voulu avoir des connaissances en orthopédie, voilà, mais j'en avais pas. J'ai fait ce que j'ai pu. Vous disiez tout à l'heure que on comprend parfaitement que ça a été un choc, une rupture comme ça. Comment on survit à ça? Comment on se remet de ça? Je ne sais pas si j'en suis encore remise, je ne sais pas si je m'en remettrai un jour.
À partir du moment où on a la vie sauve, eh ben, on continue à vivre. Voilà. Moi, avec beaucoup de tristesse, mais après, enfin, je fais comme je peux. Je pense que je me suis simplifiée en tant que personne. Avant, j'étais peut-être un peu un être complexe. Maintenant, je simplifie tout. Je vis de peu de choses. J'ai des petites joies qui sont maintenant de grandes joies, des petites tristesses qui sont de grandes tristesses, en plus d'un énorme chagrin permanent. Voilà. Parce que dans votre itinéraire, vous avez montré que vous pouviez vous remettre en question de manière très radicale. Donc, vous êtes une personne qui considérait l'avenir d'une certaine façon. Et tout de suite, est-ce que l'avenir, c'est quelque chose qui est important pour vous ou est-ce que c'est simplement le temps présent? Là, ces derniers mois, je vis surtout au temps présent. Vous n'êtes pas encore dans la capacité d'inventer un avenir, de vous inventer un avenir? Non, non. Jean-Louis Etienne, vous avez une question pour Ségolène? Ou Non, on passe à vous? Non, on passe à une transition. Parce que... oui, allez-y. Oui, une transition. Et donc, moi, j'étais du côté des médecins, j'ai reçu beaucoup de personnes en urgence, mais elle a assisté au moment fatal. Et c'est totalement différent. Quand vous arrivez, vous êtes là, au passage de la vie à la mort. C'est un moment d'une grande violence quand vous y assistez, si vous voulez. Et c'est là qu'on se rend compte d'une chose, c'est le mystère de la vie. Vous voyez, le mystère de la vie, vous êtes vivant, et tout d'un coup, vous n'êtes plus vivant. Et c'est un chemin là d'une grande brutalité. Depuis qu'on parle, là, tout le monde est là, assis, le cœur bat, vous respirez, il y a des spermatozoïdes en cours, pas chez tout le monde, mais des ovocytes aussi. Il y a du pancréas qui s'est mis en route parce que vous avez mangé sucré ce matin. Votre corps est à 37 degrés, c'est d'une précision diabolique, la vie. C'est d'une précision extraordinaire, c'est magique parce qu'on ne s'en occupe pas. Qui c'est qui s'en occupe? Qui pilote l'affaire? Ça, c'est quelque chose de magique. Et je trouve que c'est ça, la magie de la vie. Et tout d'un coup, cette magie, elle s'éteint d'une grande brutalité. Donc je pense que ce que je retiens tout le temps, et c'est ce qui me... moi aussi, j'ai des moments de blues, pas pour les mêmes raisons aussi violentes, mais le mystère de la vie, je parle à mon pancréas, enfin c'est une image si vous voulez, mais on ne se rend pas compte de la chance qu'on a d'être vivant et cette préciosité qui est en nous, quoi. Mais cette question-là de la vie, de la mort et cette limite, dans vos expéditions, vous avez certainement été à des moments extrêmes où vous êtes concrètement posé cette question. Vous avez flirté un peu avec ça quand même. Oui, quelquefois. Quelquefois, les avalanches, ça c'est quelque chose que vous ne prévoyez pas. Mais une fois, je suis allé, en allant au pôle Nord, je suis passé presque à 2 doigts d'y passer parce que je suis passé à travers la glace, une glace très fine, je suis passé à travers la... Et passer à travers la glace, c'est être sûr de mourir parce que vous ne pouvez pas remonter sur une glace qui est défritée. Voilà. Et donc j'ai réchappé, et ce qui m'a coûté beaucoup, je me suis retiré de l'endroit où j'étais, le trou, j'ai monté la tente pour la nuit, et ce qui m'a été difficile, c'était tout d'un coup ma mort que j'imposais aux autres, parce que moi j'étais mort. Mais par contre, je faisais le chemin de tout ce que l'on entend quand quelqu'un a disparu, on le cherche, on n'est pas de nouvelles, il est peut-être là. Vous voyez, cette espèce d'agonie qu'on impose aux autres, c'est ce qui m'a le plus dérangé. Votre titre, ce que vous avez choisi comme titre pour votre livre, c'est « Persévérer ». Je trouve ça assez étonnant. Pourquoi ça? Vous auriez pu dire « persévérer ». C'est aussi, il y a une notion d'effort quand même dans persévérer. Vous auriez pu choisir quelque chose de plus souple, de plus optimiste, non? Parce que non, mais c'est pas avec un Z à la fin. Vous avez vu, c'est persévérer avec un R. Chacun fait ce qu'il veut. Quand on fait des conférences, on demande toujours. On est le héros sur la scène, bien sûr. Et on demande toujours est-ce que vous avez un message? Et en fait, en réfléchissant bien, je me rends compte que j'ai persévéré au bon moment. Dans des choix de vie où j'ai failli abandonner, il y a eu toujours une tentation de l'abandon quand on se lance dans quelque chose qui vous dépasse un peu. Et si jamais ça vous a allumé quelque chose qui vous a porté, il faut le clôturer. Toute chose comme ça qui naît du rêve un peu ou d'une envie forte, et si vous ne donnez pas suite ou corps à ce désir-là, vous faites une frustration. Et je vois que j'ai persévéré au bon moment. Et ça, on progresse par seuil dans la vie. On avance sur des trucs et à un moment donné, on arrive à quelque chose qui vous dépasse, vous ne le comprenez pas. Et
C'est là qu'il faut tenir. Mais dans persévérer, est-ce que vous voulez dire que persévérer, c'est s'entêter, ou est-ce que persévérer, c'est ne jamais céder au trop raisonnable ou au trop conforme? Mais non, mais c'est les deux. C'est les deux. Vous persévérez. Là, ça fait 4 ans que je persévère sur mon prochain projet. De temps en temps, j'ai envie d'abandonner et je me retourne. Quel est ce projet? Ah, c'est une plateforme qui va dériver autour de l'Antarctique. C'est un navire vertical, c'est très spécial. Et c'est un navire vertical qui va dériver autour de l'Antarctique. C'est un gros projet, magnifique projet international de recherche. C'est magnifique. C'est un mélange entre Jules Verne, c'est formidable. Mais c'est cher, et donc c'est long à trouver l'argent pour construire, et donc là, il faut persévérer. Vous pouvez faire appel aux dons. Peut-être que vous avez des mécènes qui vous écoutent ce matin. Non, on reviendra sur Ségolène Vinzon. Depuis quelque temps, vous écrivez. Qu'est-ce qui vous amène à l'écriture? Je suis publiée depuis 2011. C'est l'envie de raconter des histoires et de parler. C'est l'occasion de parler de lieux que j'aime. Alors, c'est soit la Corne de l'Afrique, soit la Corse, et parler beaucoup de la mer aussi. Je suis fascinée par la mer, les déserts. Mais je vous ai découvert, moi, avec le livre précédent qui s'appelle Le Caillou. C'est aussi une écriture très singulière, c'est aussi un univers très singulier. C'est alors dans cette relation à la vie et à la liberté qu'on se donne dans la vie, il y a quelque chose là, c'est-à-dire qu'il y a des rencontres. Le Caillou commence avec une rencontre avec un vieil homme qui va mourir, et c'est ce qui décide, ce qui amène peut-être de l'espoir dans cette rencontre avec cet homme-là. Oui, je suis toujours. Mes romans, c'est toujours une sorte de quête d'identité ou quête d'idéaux. C'est toujours une course, presque une course autour du monde. C'est belle qu'Isabelle Autissier soit pas là, mais on va parler pour elle. On va parler pour elle, donc. Elle arrive. Vous voyez, elle arrive. Vous parlez, elle arrive. C'est formidable. Dans ce livre, il y a quelque chose sur dans le nouveau livre là que vous avez. Il y a quelque chose sur la destruction du monde. Oui. Alors moi, je viens d'un coin de l'Afrique, en fait, parce que j'ai grandi en Afrique. À Djibouti, qu'on a longtemps considéré comme le berceau de l'humanité. Moi, enfant, je croisais Haroun Tazieff, plein de gens comme ça qui étudiaient la géologie du coin. Et c'est des paysages assez troublants qui, plus qu'un début du monde, ressemblent à une fin du monde, en fait. Et c'est un tout petit territoire. Et ces derniers temps, j'ai découvert sur le lac Assal, qui est l'endroit de l'Afrique qui est le plus bas par rapport au niveau de la mer, des installations qui ressemblaient à une usine d'extraction. Donc c'était pour extraire de ce lac salé le lithium pour toutes les batteries de nos iPhones. Enfin d'ailleurs, j'ai pas d'iPhone moi, mais et donc voilà. Et je voyais les paysages être dénaturés, mais en même temps pour le développement de ce coin de l'Afrique. Donc c'est compliqué. Et puis Djibouti, c'est un grand port commercial, donc les effets du commerce et de la globalisation sont visibles. On voit les marchandises transiter. Et donc voilà, et d'avoir grandi dans un désert au bord de la mer, je suis très proche de la nature. J'ai nagé avec les requins baleines. Et ça, c'est également un point commun entre vous deux. Oui, on est des sauvages un peu, mais même si on s'exprime devant un public, il y a un côté sauvage, il y a un côté rebelle. Il y a un côté rebelle, effectivement, et puis j'en ai fait mon métier, entre guillemets, si vous voulez. Je suis organisateur d'expéditions lointaines. Et ça coûte cher? Ah, ça dépend ce qu'on fait, mais ça dépend ce qu'on fait, où on va. Ça peut ne coûter pas grand-chose, quoi, hein, simplement un sac à dos. On n'a pas besoin d'aller au pôle Nord, sincèrement. Moi, ce sont des terres où je me suis exprimé fortement. J'ai construit ma vie sur ces régions-là que j'aime beaucoup. Mais je pars aussi, moi, extrêmement léger avec mes données personnelles quand j'en ai envie. Mais la nature, juste une parenthèse, je suis venu hier donc, de Paris. C'est la première fois que je prenais ce train le jour. En général, j'habitais Toulouse et je prenais le train de nuit et donc on ne voyait rien. Et j'ai découvert cette voie hier, traverser le département. C'est absolument magnifique, surtout les couleurs aujourd'hui. Ouais. Cette nature, on en a vraiment besoin. Mais tout le monde en a besoin. Vous dites on prend un sac à dos, ça ne coûte pas très cher. Là, apparemment, vous êtes sur un projet qui est d'une toute autre nature. Vous disiez que c'était très compliqué à mettre en place. Vous allez mettre combien de temps pour mettre en place J'espère être au bout, là, pas loin. Ça fait 4 ans que j'y travaille. C'est pour ça que ça représente quel budget?
Oh, c'est un budget colossal, c'est une opération de 30 millions, mais on construit un nouveau navire océanographique, ça concerne 120 laboratoires. C'est un projet d'État qui est mené par un seul homme. Maintenant, on a fait la fusion entre les intérêts nationaux. Et quel sera l'objet de cette étude? Il y a 3 choses. On va dériver sur cet océan qui est méconnu, c'est autour de l'Antarctique, ça s'appelle l'océan austral. Et c'est un océan qui joue un rôle essentiel dans l'équilibre du climat. Donc c'est un puits de carbone, c'est un élément du moteur. Allez-y, continuez pendant Viens Isabelle, viens. Je te mets à l'aise totalement. Non, non, bonjour Isabelle. Bonjour. Bonjour, pardon. Bonjour. Il y a eu une petite maldonne d'horaire, je crois. Vous êtes tout excusé. Désolé. Oui, Jean-Louis. Je termine sur mon océan austral, que tu connais bien. Donc c'est un océan qui fait le tour de l'Antarctique et il y a 3 choses que nous allons faire. C'est un puits de carbone, c'est-à-dire le CO2 se dissout dans les eaux froides, donc c'est un puits de carbone. Deuxièmement, c'est un navire vertical. On a 80 mètres de tirant d'eau, on va mettre des hydrophones, on va écouter la mer, donc on va faire un inventaire de la faune par acoustique. Et enfin, on va valider les mesures satellites. Ce sont des choses qui sont très demandées. Sigolène Vinzon, s'il reste une place dans l'expédition, ça vous dit J'y vais. Il faut disposer de combien de temps pour participer à l'expédition? Le départ, c'est 2018. Et vous revenez 3 ans après. 3 ans Non, après. le bateau, mais il y a des relèves d'équipage. 2018-2021. Isabelle Autissier, merci de nous rejoindre. Donc, j'étais parti sur l'idée qu'il y avait un certain nombre de points communs entre vous, en particulier la vie avec les hasards, les choix et tout ce que vous avez fait. Parce que Jean-Louis Etienne commence avec un CAP de tourneur, Sigolène commence avec un métier d'avocat. Vous partez aussi d'un point où... Oui, finalement... moi j'avais un métier officiel que ma maman aimait bien, parce que j'étais ingénieur, ça faisait sérieux. Ingénieur agronome. Ingénieur agronome, voilà. Spécialisé en halieutique, c'est-à-dire que vous visiez quand même déjà un peu l'eau. Oui, voilà, l'halieutique, c'est quand même... J'ai quand même travaillé dans ce métier pendant une dizaine d'années, donc voilà, j'ai quand même été un peu sérieuse. C'est un métier que vous connaissez toujours, auquel vous vous intéressez toujours? Oui, bien sûr, parce que d'abord, ma formation scientifique, elle me sert tout le temps. Et puis, évidemment, l'halieutique, quand on parle de la défense des océans, avoir une petite culture scientifique sur la question, c'est pas mal. Vous voyez, je dis, vous avez changé, mais tout ça reste très, très cohérent. Très marin. Très marin. Je parlais aussi de ce point commun entre vous, c'est-à-dire qu'à un moment de votre vie, vous êtes confronté à l'extrême, confronté à la mort, d'une manière ou d'une autre, parce que vous êtes trouvé quand même en plein océan dans une situation très périlleuse. On est tous un peu confrontés à la mort, d'une manière générale quand même. Alors après, la différence peut-être, c'est que nous on s'y prépare parce que on sait quand on va dans des endroits compliqués, qu'en plus on y va tout seul, que voilà, qu'il y a un risque et le travail pour minimiser le risque, ça vous oblige à réfléchir à, je vais peut-être me trouver dans cette situation. Donc c'est aussi ça qui permet, je pense, qu'au moment où ça arrive, on le gère un peu mieux, on est moins peut-être paniqué que quand ça vous tombe dessus et qu'on n'y avait pas pensé, quoi. Et c'est l'après qui m'intéresse. Est-ce qu'on met longtemps à oublier? Alors vous savez, vous avez cette fameuse image de la traversée du lac de Constance, le cavalier qui traverse parce qu'il a très très peur en hiver que la glace s'effondre, et quand il arrive très très loin, il demande où est le lac de Constance. Et on dit, vous venez de le traverser, il s'effondre parce qu'il a très très peur. Oui, il y a peut-être un peu de ça. Moi, je n'ai jamais fait un seul cauchemar à propos de... Bon, j'ai fait 2 fois des figures qui ne sont pas dans le manuel, on va dire. J'ai jamais fait de cauchemar avec ça, mais j'en ai toujours parlé très librement. D'abord à mon équipe pour faire les débriefings, puis à plein de gens. Ça fait partie de la vie à un moment donné. Voilà, je pense qu'évidemment, ça donne toujours un petit peu plus de prix au temps qui vous reste, quand on a pensé à un moment donné que ce temps était fini. Mais en même temps, faut pas non plus faut se focaliser là-dessus, quoi. C'est un événement de la vie. Alors, on avance, ingénieur agronome, marin, ensuite vous écrivez, et puis... Un jour, vous vous retrouvez dans la première liste du Goncourt. Oui, alors est-ce que c'est une aventure, ça? C'est une forme d'aventure. D'abord, j'étais encore sur mon bateau en Écosse. Quand mon éditeur m'a appelé, je me suis dit, c'est quand même bizarre, c'est pas son genre de faire des blagues, et puis c'est pas le moment, quoi. Je suis sur le bateau.
Puis je me suis dit, bah, après tout, c'est peut-être pas une blague, quoi. Mais c'est vrai que c'était quand même très étrange parce que même si j'écris maintenant depuis quelques années, même si je fais des romans, donc on peut dire que je suis romancière, on a toujours du mal à... Puis on est en France dans un pays où il y a des cases. Hein. On vous met dans une case, on vous sort de la case, on vous met dans une autre case. Et dans ma tête, moi, il n'y a pas de case, quoi. Voilà, je fais les choses... Vous êtes très bien débrouillé avec ça. Bah, oui, j'essaye parce que j'ai pas envie de m'interdire non plus... Après tout, j'allais dire n'importe quoi. En tout cas, parce que vous êtes à la fois chroniqueuse radio, romancière. Oui, c'est vrai que je fais des choses différentes, mais après tout, c'est pas interdit. Et c'est vrai que le côté liste du Goncourt, ça avait un côté reconnaissance, évidemment, ça fait très plaisir. Évidemment, ça fait du bien parce que les écrivains qui vous mettent sur cette liste, c'est quand même les plus grands écrivains de la langue française. Donc voilà, on est fiers. Après, l'aventure se passe. Il y a encore le Goncourt des lycéens. On va voir. Oui, ce qui veut dire également, tous les auteurs qui sont sur la première liste du Goncourt participent au Goncourt des lycéens. Là, vous assistez à des rencontres et apparemment, vous avez quand même un fan club chez les lycéens qui est assez conséquent. Eh ben, on verra. En tout cas, c'était très sympa et très marrant ces rencontres parce que d'abord, on nous raconte toujours que les jeunes lisent plus, mais enfin, moi, j'en ai rencontré quand même des milliers puisque c'est des rencontres où il y a beaucoup de jeunes. Qui avait l'air de lire et qui avait l'air d'avoir une vraie appétence et même une avidité pour la lecture. Donc je trouve ça plutôt encourageant pour les écrivains. Et puis voilà, puis j'aime bien leur côté direct, leur côté, leurs questions quand ils lisent un livre. Ce que vous soulignez, je trouve ça très bien, parce que quand on approche le Goncourt des lycéens, que ce soit des classes littéraires, que ce soit des classes techniques, on se rend compte qu'il y a vraiment un plaisir à lire et à défendre des livres. Oui, et c'est tout à fait le contraire de ce qu'on dit d'habitude. Vous avez raison de le souligner. C'est pas que des classes de première littéraire qui se destinent à des carrières. Voilà. Il y a aussi parmi ces jeunes des jeunes de lycée technique, des jeunes de partout en fait. Hein, oui. Donc la vraie vie, si j'ose dire. Jean-Louis Etienne, je voulais qu'on parle de votre éditeur. C'est une coédition entre les éditions Guérin qui sont à Chamonix et Paulsen. Donc Guérin, on connaît maintenant parce que Guérin a eu un certain nombre de très gros succès, en particulier le Saint-Jacques de Jean-Christophe Ruffin. Le dernier livre de Yann Kefelec. Le nouveau livre de Yann Kefelec que je recommande beaucoup, qui s'appelle L'homme de ma vie, qui est dédié au père de Yann Kefelec, qui est un livre absolument remarquable. Et vous coéditez avec Paulsen. Parlez-nous un peu de Frédéric Paulsen. Je ne le connais pas. Et alors, on connaît les manuscrits qu'on envoie par la poste. Non, il n'y a pas grand monde qui connaît le personnage lui-même. On connaît son image. Non, je connais les éditions. C'est une fiction, c'est une invention. Non. En plus, il y a un gars qui s'appelle Christian de Marliave qui s'occupe de ça au début, qui est un amoureux et un homme extrêmement cultivé sur les régions polaires et comme Paulsen est un industriel dans l'industrie pharmaceutique. Il adore les régions polaires et donc il a créé cette maison d'édition qu'il ne porte pas lui-même. Enfin, maintenant, je sais qui s'en occupe. Mais donc, c'est une collection de livres magnifiques qu'ils ont réédités. Voilà. Donc, Paulsen, il voulait que je fasse un livre en tant qu'homme polaire dans le français vivant, parce qu'il y avait beaucoup de livres historiques, et donc il voulait un polaire vivant dans la collection. Et donc... ils ont fait appel à moi, puis je connais Christian de Marliave qui s'en occupe. Voilà. C'est comme ça que c'est arrivé. Il y a une chose que je voulais dire entre nous trois. On a parlé de la vie, la transition entre la vie et la mort, les risques que l'on prend. Mais je trouve que le risque que nous avons pris, qu'on a en commun, c'est à un moment donné une rupture. Une rupture dans un confort de vie pour aller vers les choses qu'on a envie de faire. Et ça, c'est une mise un peu en abîme, comme on dit, avec des traversées de doute, parce que là, quand on vous parle, moi, si vous faites la liste de mes courses, j'ai l'impression que je vais d'un sommet à l'autre, mais vous ne voyez pas les immensités de doute entre les choses où on se dit, mais j'arrête, non, je reviens médecin, je suis toujours inscrit au Conseil de l'Ordre. Vous voyez, des fois, je me suis dit, non, mais je pense que c'est ça que nous avons en commun, cette rupture à un moment donné, et le maintien dans les choses qu'on avait envie de faire. Sigolène ? Moi, je suis en omission du barreau, mais je ne suis pas radiée du barreau, donc je peux redevenir avocate quand je veux, en vérité. Vous avez gardé la robe ? J'ai ma robe chez moi. Est-ce que vous allez manifester par solidarité avec les avocats tout de suite ? Non. Isabelle, si je pourrais. Oui. Sur cette question. Non, juste un tout petit mot pour vous dire que si vous voulez des informations sur Monsieur Paulsen, il a publié dans sa propre maison d'édition une biographie.
Donc vous aurez tous les éléments. Et c'est quand même un personnage très romanesque, je trouve, puisque sa passion des pôles l'a emmené à aller dans les 8 pôles du monde. Parce qu'il y a 8 pôles dans le monde, hein. Géographique, magnétique, géomagnétique et pôle d'inaccessibilité. Donc il y en a 4 au nord et 4 au sud. Donc je trouve que voilà, c'est une idée assez poétique finalement, et c'est un personnage assez intéressant. Et pour revenir à ce que vous disiez tous les deux, oui, je crois que peut-être ce qu'on a en commun effectivement, c'est d'avoir cette capacité à assumer des ruptures et des choix, et j'allais dire, sans vouloir paraphraser, à ne pas avoir trop peur d'aller voir ailleurs. Parce que j'ai l'impression que souvent, ce qui nous retient les uns et les autres, c'est qu'on a un petit peu les jetons. Hein, on se dit, oh là là, si je vais faire ça... ben, je pense qu'on l'a tous vécu. Moi, la première fois que je me suis inscrite à une course autour du monde, je me suis dit, mais t'es complètement folle, ma pauvre fille, quoi. Et puis, bah, en même temps, on a tellement envie qu'on y va. Et voilà. Au fond, c'est ce que vous faites les uns les autres dans votre vie, dans vos livres, qui nous aident à vivre d'une certaine façon, parce que en permanence, vous nous montrez qu'autre chose est possible que de rester dans un certain confort. Je trouve que c'est quand même une qualité que vous avez tous les trois. Isabelle Autissier, on arrive à la fin de l'entretien. Est-ce que un jour, vous avez en tête, peut-être avez-vous commencé, peut-être que vous allez rendre le manuscrit la semaine prochaine, écrire l'histoire de votre vie, peut-être vos mémoires? Non, moi, ça ne m'intéresse pas du tout. On doit vous solliciter. Je la connais bien. Non, je sais pas. Non, alors là, c'est vraiment une idée que peut-être des gens ont, mais pas moi. Moi, j'ai beaucoup plus d'intérêt à écrire sur les autres, que ce soit de la fiction ou que ce soit parler des autres. Moi, personnellement, ça m'intéresse plus, hein, parce que ma vie... vous voyez, vous restez cohérente jusque dans votre réponse. Ségolène Vazon, je suppose qu'énormément d'éditeurs vous ont sollicité pour que vous écriviez particulièrement sur cette affaire de Charlie Hebdo. Est-ce que vous avez été très sollicité? Comment avez-vous répondu? Ou alors peut-être que personne ne vous a demandé, que je suis le premier, mais je ne suis pas éditeur. Il n'y a qu'un seul éditeur qui m'a proposé d'écrire un livre sur le 7 janvier. J'ai répondu non. Je pense que je n'écrirai pas sur le 7 janvier, en tout cas pas pour l'instant. Je vous remercie beaucoup tous les trois. Si vous voulez en profiter pour des dédicaces ou parler directement avec eux tant qu'ils sont là, n'hésitez pas. Merci à vous tous.